Bonjour, bienvenue dans l'épisode 17 de Dessine-moi un divan, le podcast pour penser la psychanalyse autrement. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast, et aujourd'hui, je vais parler de ce qui s'exprime à travers le corps et des manifestations qui viennent dire quelque chose à travers le mot M-A-U-X. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? L'aventure nous attend ? C'est parti ? Notre corps est le lieu de nos manifestations psychiques. D'ailleurs, le corps s'exprime régulièrement en séance. Il arrive que les analysantes et analysants parlent de ce qui se passe dans leur corps pendant la séance. Tout mon corps tremble, j'ai froid tout à coup, je me sens lourd, j'ai mal à la tête, etc. C'est souvent très intéressant de voir ce que ça dit, de quoi ça parle. Ces manifestations soudaines, inattendues, parlent. À nous, ensemble, d'écouter ce qu'elles disent. Les manifestations psychiques, quand bien même elles proviennent d'un événement qui ne touche pas directement le corps, se répercutent en lui, sur lui, et se disent à travers lui. Pour citer un autre analyste, Antonio Quinet, une scène traumatique laisse à la fois une marque mnésique et une autre dans le corps, et ce qui les relie est insignifiant. La psychanalyse démontre que l'inconscient structuré comme un langage se situe dans le corps, s'inscrit sur le soma. Bref, essayer d'entendre le corps des analysants et des analysantes, c'est donc essayer d'entendre ce qu'elles ont vécu. C'est laisser résonner les signifiants, ce qui renvoie toujours à autre chose. Et c'est toujours plus compliqué que ça n'en a l'air, et c'est aussi cela qui est très beau. Pas plus que les dictionnaires et autres ouvrages d'interprétation des rêves ne peuvent répondre universellement à ce que traverse une personne, en tout cas selon moi, il n'est possible de savoir à l'avance ce que telle manifestation du corps dit pour un individu, puisque chaque corps est singulier et dit quelque chose d'unique, car personne, absolument personne, n'aurait vécu la même chose qu'une autre personne. Car aucune personne n'est le clone d'une autre, et aucune situation n'est jamais exacte en tout point à une autre. Chaque histoire est unique, chaque corps est unique. Il y a un dialogue permanent entre le psychisme et le corps. L'un ne va pas sans l'autre, et l'un et l'autre interagissent et échangent sans cesse. Comme Freud le fit pour la plupart des notions qu'il proposa, encourageant celles et ceux qui lui succéderaient à poursuivre également sans cesse leur travail de recherche, il remania sa définition des symptômes, et en vint en dernière instance à proposer un angle inédit, selon lequel la formation de symptômes a donc pour succès effectif de supprimer la situation de danger. Ce changement de perspective est clé, car cela signifie qu'une manifestation psychique, quand bien même elle s'exprime à travers le corps, n'est pas que la réaction à un danger, mais qu'elle est aussi la réaction d'évitement face à un danger. Elle peut être la marque d'un conflit entre désirs interdits, tout comme elle peut être la marque d'une représentation du réel et l'irruption d'un trauma, par exemple. Or, ces manifestations sont toujours énigmatiques. Elles ne se livrent pas de manière totalement transparente. Bah oui, sinon la vie serait simple. Une manifestation psychique est une métaphore. On substitue celui d'un signifiant par un autre. Pour info, le mot métaphore vient d'un mot grec qui signifie transport. Une métaphore est une figure de style, dans laquelle on emploie un autre mot que celui qui conviendrait. Il y a un déplacement. Une manifestation psychique est une métaphore. Elle est à entendre comme telle, et non pas à prendre au pied de la lettre, puisque la lettre à entendre reste encore à déchiffrer. Bref, une manifestation psychique se propose comme une solution à la résolution d'un conflit, quel qu'il soit. Et elle est donc le prix à payer que la personne qui l'a fabriqué accepte de payer, car c'est peut-être le moins coûteux pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas coûteux, loin de là, mais c'est peut-être le moins coûteux, quand bien même ça coûte déjà beaucoup trop. Je dis que c'est ce qu'il y a de moins coûteux pour l'instant, car tout est coûteux. Une phobie est coûteuse, mais peut-être l'est-elle moins que de mettre au jour un traumatisme par exemple, et toutes ses implications multiples et variées, si vous vous souvenez des épisodes sur les abus sexuels, par exemple. Elle peut être la manifestation d'un trauma, dans un conflit entre une injonction à se taire et un désir de dire. Bien qu'une personne s'en plaigne et en soit affectée, il n'en reste pas moins que c'est elle qui est à l'origine de la formation d'une manifestation psychique. Certes, la cause première peut être complètement externe, un événement traumatique par exemple. Mais en dernier ressort, c'est le sujet qui, inconsciemment, a recours à la formation d'une manifestation psychique pour faire face à l'irruption d'un conflit qu'il ne peut peut-être pas élaborer. Puisque c'est le sujet qui construit une manifestation psychique, c'est lui, et seulement lui, qui peut aussi la déconstruire, même si ça passe par le biais d'un travail psy. Le corps est le lieu des conflits psychiques
et de l'expression des souffrances enfouies. Une autre approche du corps et des manifestations psychiques réside dans ce que propose notamment Alice Miller. Elle a longuement travaillé sur la maltraitance. Elle nous parle, je cite, du conflit entre ce que nous ressentons et savons, puisque cela reste enregistré dans notre corps, et ce que nous voudrions ressentir pour nous conformer aux normes morales gravées en nous dès le plus jeune âge. Fin de citation. Dans son ouvrage intitulé « Notre corps ne ment jamais », elle revient sur les conséquences délétères des négligences, maltraitances et abus subis par les enfants dans leur corps et leur vie d'enfants et d'adultes, parmi lesquels le développement de maladies graves. Le corps a une mémoire, et il se dit parfois dans la maladie, là où le mal dit. Elle fait le récit succinct de la vie d'écrivains et écrivaines ayant subi des abus et maltraitances dans leur enfance, et ayant développé par la suite de nombreuses maladies et affections. On peut d'ailleurs se demander si les affections ne sont parfois pas notamment le signe d'un défaut d'affection. Quant à la persistance des manifestations psychiques, elle souligne d'ailleurs que, je cite, « Le corps, toutefois, exige la vérité, et quand nous persistons dans notre refus de percevoir la peur, la colère, l'indignation et le dégoût de l'enfant abusé sexuellement, il le signale en produisant des symptômes. » Fin de citation. Les apports de ces différents psychanalystes nous offrent des perspectives complémentaires quant à l'appréhension des manifestations psychiques. En effet, les souffrances du sujet sont à entendre et à considérer tout autant que la participation active de celui-ci dans la formation de ses propres manifestations psychiques, et donc dans la possibilité, dans la mesure de l'impossible toujours, de s'en libérer en identifiant le conflit qui s'y origine ou le trauma qui tente de se dire par exemple. On en revient aussi au fait que la psychanalyse ne se situe pas du côté de la suggestion, et qu'elle n'est pas une thérapie même si elle a des effets thérapeutiques, mais qu'elle se place du côté de l'interprétation, de la proposition. Puisque, je le rappelle, le pouvoir se trouve et doit se trouver toujours du côté de l'analysante ou l'analysant, et non du côté de celui ou celle censé savoir dans son fauteuil. Avant de conclure cet épisode, je souhaite revenir brièvement sur la question des psychotraumatismes et de la mémoire traumatique, en commençant par recommander à nouveau le site mémoiretraumatique.org, qui est très très bien fait sur ce sujet. Et pour commencer, on va parler de ce qu'on nomme des psychotraumatismes, à savoir des traumatismes psychiques, qui sont l'écho de traumatismes psychiques et ou somatiques. Voici d'ailleurs la définition que propose le site mémoiretraumatique.org au sujet des psychotraumatismes. Je cite. « Ensemble des troubles psychiques immédiats, post-immédiats puis chroniques, se développant chez une personne après un événement traumatique ayant menacé son intégrité physique et ou psychique. Ces troubles peuvent s'installer durant des mois, des années, voire toute une vie, en l'absence de prise en charge. Ils entraînent une grande souffrance morale liée à des réminiscences, mémoire traumatique, avec la mise en place de conduites d'évitement, pour y échapper, phobie, retrait. Des conduites d'hypervigilance pour tenter de les contrôler, et des conduites dissociantes pour tenter de les autotraiter, conduite à risque et conduite addictive anesthésiante. » Fin de citation. Bon, si vous avez écouté la saison 1 de Dessine-moi Divan, vous savez que je n'emploie pas le mot trouble ou le terme symptôme, et que je choisis d'employer l'expression manifestation psychique, ce qui ne pathologise pas ce que traverse une personne. Et par ailleurs, il n'y aura pas un scénario dans lequel les manifestations psychiques auraient totalement et définitivement disparu et ne réapparaîtraient jamais. Je le précise car il y a une ambiguïté dans la définition. Je cite à nouveau, « Ces troubles peuvent s'installer durant des mois, des années, voire toute une vie en l'absence de prise en charge. » Même s'ils sont pris en charge, ils ne disparaîtront jamais totalement et à vie. En revanche, en faisant un travail psy suffisamment profond, en le reprenant si besoin à certains moments, et en faisant un travail corporel régulier sur les effets de ces psychotraumatismes, les manifestations psychiques et somatiques peuvent être écoutées, comprises, adressées, largement diminuées. Mais, parce que la vie est faite de plein d'événements que l'on ne maîtrise pas, certains viennent réouvrir des blessures ou appuyer dessus, et des manifestations psychiques et ou somatiques peuvent ressurgir quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Je tiens vraiment à le préciser car je trouve vraiment très embêtant d'envisager qu'à un moment de la vie, quelque chose qui a été autant effractant qu'un psychotraumatisme puisse ne plus jamais avoir d'effet, parce qu'une personne aurait fait tout ce qu'il fallait pour, comme si c'était possible. Ça ne l'est pas. Une personne peut largement atténuer et même faire disparaître certaines manifestations, mais pas toutes, ni à vie. L'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi et de ses besoins quand ça se manifeste. Et c'est sur ça aussi qu'on travaille en analyse. Et justement, la psychanalyse est un lieu dans lequel on va écouter attentivement ce qui se dit dans le corps, dans les mots MAUX et dans les mots MOTS.
ce qui se dit dans les résurgences des mémoires traumatiques. On écoute ce qui se dit de manière parfois énigmatique, au sens d'énigmes à déchiffrer, des psychotraumatismes vécus. Mais je le répète, la psychanalyse ne suffit pas, car même si le corps est là, qu'il parle, qu'on en parle, il y a un travail à faire aussi sur le corps, tant sur le fond que de manière régulière. Pour prendre un exemple concret, même si on écoute ce que disent les mots d'une femme qui vit une période prémenstruelle douloureuse, par exemple, il n'empêche qu'il y a une réalité biologique sur laquelle on ne peut rien faire en psychanalyse, si ce n'est inviter à être à l'écoute des besoins, qui peuvent être purement biologiques en partie. Autre exemple, si une personne est carencée en fer ou a une tendinite, on peut élaborer sur la fatigue, ses conséquences, les limites du corps, etc. Et ça peut être passionnant. Il n'empêche qu'une cure de vitamines et des séances de kiné seront nécessaires. Mais d'ailleurs, ce corps qui se dit dans ses marques, ses souffrances, dans ce qu'il montre et ce qu'il cache, comment l'écouter en psychanalyse ? Je vous propose qu'on ponctue là-dessus, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.